Bonjour à toutes et à tous. Un bref rappel, effectivement, pour le Centre de recherche et d'information sur la littérature pour la jeunesse, autrement dit le CRILJ, une association nationale loi 1901 qui œuvre depuis plus de 50 ans pour promouvoir l'accès aux livres et à la lecture des enfants et des jeunes dans le cadre de l'éducation populaire. Les actions du CRILJ s'adressent à deux types de publics: aux professionnels de la chaîne du livre, allant des autrices et des auteurs aux libraires, hein, mais aussi aux professionnels de l'enfance, enseignants, bibliothécaires, animateurs, dans la diversité des usages du livre et de ses lieux d'accès. Elle s'adresse également aux enfants, depuis les tout petits jusqu'aux adolescents et jeunes adultes, en leur proposant des actions de médiation avec, souvent, le concours d'auteurs, d'autrices, d'illustrateurs ou d'illustratrices. Des collaborations sont ainsi établies avec des écoles, des médiathèques, des librairies, des associations, pour contribuer à la bonne santé culturelle des enfants et des jeunes en les aidant à se construire et à grandir harmonieusement. Le CRILJ poursuit en 2024 ses travaux sur le thème de la mémoire, en développant des actions qui concerneront ces deux publics. Des animations seront déployées par des professionnels du livre et de l'enfance, vecteurs de transmission et de création. Elles s'appuieront par exemple sur des corpus d'ouvrages choisis pour les différentes tranches d'âge qui permettront d'aborder la diversité des facettes de la mémoire, traitée aussi bien dans la littérature contemporaine ancrée dans le quotidien des enfants que dans les récits historiques passeurs de mémoire. Ces sélections regroupées dans une brochure documentaire seront accompagnées d'éclairages et de propositions de mise en œuvre prenant appui sur les échos et les traces du passé individuel et l'histoire commune que ces lectures impriment. Le colloque interdisciplinaire de la mémoire dans la littérature pour la jeunesse, Racines, Souvenirs, Transmission, qui s'est tenu les 13 et 14 octobre dernier à la médiathèque Marguerite Yourcenar à Paris, a permis de s'interroger sur la manière dont se constitue la mémoire de lecture des enfants et des jeunes et dont elle influence leur parcours de lectrices et de lecteurs. Les intervenants ont également montré comment les récits mémoriels peuvent amener leurs personnages et à leur suite le jeune lectorat à des questionnements sur la constitution de leur identité, la place occupée par leurs valeurs, la reconfiguration des relations aux autres. Les interventions seront à retrouver sur la chaîne YouTube du CRILJ et le texte des communications dans son cahier numéro 12. Je vais passer la parole à Muriel Bloch, conteuse, qui a dressé lors du colloque un panorama très complet de la mémoire du conte et des conteurs comme mémoire du monde. Elle va vous présenter comment peut se traduire la mémoire des contes. Merci Françoise et bonjour à tous. J'ai déjà tout oublié de ce que j'avais pu dire lors de ce colloque, mais en tout cas, il m'apparaissait comme une évidence de mettre en lien la mémoire, les contes et les conteurs, car nous ne sommes, en qualité de conteurs et conteuses, que des passeurs de mémoire. Et les contes sont lourds, très lourds de mémoire, et ils sont chargés d'un savoir. Et aujourd'hui, transmettre ces récits et les adresser aux enfants pour les faire grandir, pour les faire se questionner, pour les ouvrir aux autres cultures du monde, c'est ne jamais oublier que tous ces récits, qui sont des récits du passé, que l'on raconte aujourd'hui pour demain, sont des récits de mémoire. Alors, il faut aussi s'appuyer sur la particularité des contes qui ne sont pas n'importe quelles histoires, puisqu'elles sont des histoires orales, et que ces histoires orales sont faites pour être entendues, et que les livres sont des gardiens précieux de ces récits, mais ils ne vivent que lorsqu'ils sont adressés à d'autres. Alors cette oralité, elle est émouvante, elle est fragile, et donc nous sommes non seulement en qualité de conteurs et conteuses des passeurs de cette mémoire, mais nous en sommes également les gardiens, en sachant que comme cette mémoire est mouvante, les contes, eux, ont une faculté d'être nomades, ils s'adaptent dès qu'ils sont adoptés et ils ont voyagé et continueront de voyager
non seulement à travers les générations, mais à travers les pays. Ils n'ont pas besoin de visa, ils n'ont pas besoin de papier et à ce titre-là, ils bougent sans cesse et c'est important de pouvoir les conserver, mais les conserver en toute liberté. C'est-à-dire que ça n'est jamais une mémoire figée. Il faut comprendre la différence fondamentale entre dire un texte et raconter une histoire. Dire un texte, c'est être fidèle aux mots écrits. Raconter une histoire, c'est être du côté du récit. Et quand bien des enseignants, bien des parents disent: «Oh mais moi je ne peux pas raconter parce que j'ai pas de mémoire», ben, les contes sont des récits solides, sont des récits simples qu'on peut mémoriser à la condition de ne pas chercher à mémoriser un texte. Et de ce fait, si on a un trou de mémoire, ben, on remplace un mot par un autre, car ce sont des récits qui vont toujours de l'avant, qui sont des récits en marche. Ben, j'aime pas trop l'expression en marche actuellement, mais en tout cas, ce sont des récits qui sont facilement repérables et qui proposent toujours des solutions tout en posant des questions. J'ai l'exemple d'un conte qui est devenu livre et donc a été illustré, qui a beaucoup circulé en France, dans les écoles et aux 4 coins du pays, qui est l'histoire d'un tissu, un doudou. Ce conte étant emprunté à la tradition juive, d'Europe de l'Est, j'ai utilisé un mot qui est un mot, qui signifie tissu, mais tissu souvent de mauvaise qualité, que j'ai entendu toute mon enfance et qui m'a fait grandir et qui est ce mot de schmatt. Donc le conte s'appelle un schmatt doudou et il dit comment un enfant grandit qui, à partir d'une couverture, ayant un grand-père tailleur, dont le métier est un métier reconnaissable entre tous, notamment dans cette culture particulière, mais de façon universelle, à partir d'un doudou, le grand-père va lui faire une veste, et puis la veste deviendra une cravate, et puis cette cravate deviendra un mouchoir, puis un bouton, et puis l'enfant qui aura grandi tout au long de cette histoire perdra le bouton, mais ce qui lui restera, c'est la mémoire de l'histoire. Et je crois que tant qu'on gardera la mémoire de ces histoires, elles ne seront jamais tout à fait perdues. Mais encore une fois, il ne s'agit pas d'une mémoire exacte, il s'agit d'une mémoire libre et qui tient compte du lieu, du moment, de l'époque, du public. Et donc, les récits que sont les contes sont des récits souples qui s'adaptent sans cesse et qui ne demandent qu'à être adressés à quelqu'un. Il leur faut un public et quand ils sont dans les livres, c'est une sorte d'aide-mémoire pour eux, mais ils sont silencieux. Et les contes ont besoin de respirer et ils ont besoin d'oreilles, d'être écoutés. Et c'est grâce à l'écoute que, une écoute partagée, que les contes ont continué et on les a réclamés aux 4 coins, on les réclame encore aujourd'hui, on les interroge aujourd'hui et je crois qu'ils seront toujours interrogés et toujours racontés tant que l'humanité sera là. Voilà, c'est une mémoire à la fois solide et fragile, une mémoire, qui est comme le tissu, qui peut sans doute se chiffonner, qui peut peut-être se déchirer, mais une mémoire qu'on peut toujours recoudre. Et tant qu'on aura du fil, une aiguille, eh bien, on pourra toujours recoudre les histoires, même quand elles nous arrivent parfois endommagées par le temps, par des transmissions parfois difficiles, par des euh, retranscriptions qui ne sont pas toujours fidèles à la langue originelle de ces récits, qui, qui ont aussi comme particularité non seulement d'être des récits oraux, mais aussi d'avoir été racontés dans une langue maternelle, dans une langue euh, qui est souvent traduite et adaptée. Et parfois, cette langue destinée aux enfants,
c'est une langue qui peut être amputée, comme si les enfants étaient de, oui, des handicapés, en quelque sorte, qui ne seraient pas en mesure de comprendre. La force de ces récits, c'est que cette mémoire, elle s'adresse à tous et que chacun prend à à son niveau, à son moment, voilà. Est-ce que j'ai dit alors oui, oui, puisqu'il s'agissait de mémoire lors de ce colloque, j'ai quand même évoqué ce qui relève de la mémoire du corps, parce que comme on écoute ces histoires, euh, on s'imprègne de ces récits, et c'est donc euh, pas par cœur, mais par corps qu'on peut conserver cette mémoire. Moi, j'ai souvent l'occasion, lors de repas, des amis, sachant que ma passion c'est les contes et que j'en connais beaucoup, ils se souviennent plus. Il leur reste peut-être un mot. Et tu pourrais pas nous raconter le... Alors, je crois que les conteurs ont cette fonction de reconstruire, d'être capables de recoller les morceaux, de réparer quand la mémoire est endommagée, en se fiant à une sorte de logique, à un bon sens que les contes portent de n'importe quelle culture. Alors quand on me donne une bribe, un lambeau de contes, j'ai grand plaisir à pouvoir, parfois je ne sais pas, mais pouvoir le reconstituer. C'est-à-dire que ma mémoire est une mémoire encombrée, certes, mais qui, avec le temps, devient une mémoire organisée parce que les contes ne sont pas n'importe quelles histoires et qu'elles ont une logique et qu'elles ont une nécessité. Ils ont une nécessité et ils sont donc nos mémoires de nos savoirs, de nos façons de vivre, de penser et de questionner le monde. Merci. Merci beaucoup, Muriel. Nous allons appeler Gilles Rapaport pour la seconde présentation. Alors, Gilles Rapaport, auteur-illustrateur, va nous dire, mais nous montrer aussi comment le souvenir des enfants d'Isieux est entretenu avec la future publication d'un album et la création d'un spectacle musical. Bonjour, donc voilà, Gilles Rapaport. C'est pas facile de passer à Muriel Bloch et sa pensée très structurée. Je suis là, je représente aussi Roland Causse, qui donc a écrit ce texte merveilleux, Les enfants d'Isieux, texte emblématique sur l'enfant dans la guerre. La mémoire pour nous, qu'est-ce que c'est la mémoire? En tout cas pour moi, auteur-illustrateur, c'est transmettre une mémoire qui n'est pas seulement la mienne, mais celle de tous ceux qui ont vécu cette guerre, de tous ceux qui sont morts. Donc c'est tout un travail de transmission qu'en tout cas je pratique depuis que je fais des livres, que j'ai commencé avec grand-père et que je continue avec Roland. On a donc fait ensemble Ita Rose, Alex et Léon. Et aujourd'hui, elle m'a demandé donc d'illustrer son texte Les enfants d'Isieux, dont je suis très très heureux. Et okay. En parallèle, dès que nous avons eu un éditeur, nous avons eu envie de transformer ce texte et ces illustrations en spectacle. Et pour ce faire, il y a un compositeur et musicien très connu, Lionel Belmondo, qui depuis très longtemps cherchait à faire un concert illustré. Et donc nous l'avons appelé, c'est un ami, hein, et il a écrit la musique, on a retouché le texte et commencé à monter donc ce spectacle illustré. La musique, il s'inspire de tous les grands compositeurs des années 40. Le texte, nous avons demandé à Anna Mouglalis, qui a une voix absolument extraordinaire, de le dire. Et les illustrations seront en direct à ce moment-là. À la toute fin de cette intervention, vous aurez un très court extrait du spectacle que nous avons donc projeté lors du colloque du CRIJ pour la mémoire. Le 6 avril 1944, c'est le jour de la rafle
des enfants d'Isieux. Et donc l'année prochaine, ça fera 80 ans que cette rafle a eu lieu. Le spectacle sera présenté donc lors des cérémonies de commémoration. Il sera joué pour la première fois. Il existe sous deux formes, ce qu'on appelle une petite forme avec juste deux musiciens, le dessinateur et une comédienne, et une grande forme où il y aura un quintet un vent en plus. L'idée pour nous avec la musique, et c'était l'une des demandes de la Maison d'Isieux, puisque tout leur travail actuellement est lié à rappeler ce qu'était la vie des enfants, plutôt que leur fin, rappeler tout ce qu'ils ont vécu d'heureux à la colonie. Le but principal de ce spectacle, avec la musique, c'est de rappeler ce qu'était la vie et de redonner vie aux enfants. D'où l'importance absolument énorme d'apporter de la musique. Quand je parlais de transmission au début de cette intervention, même si elle peut vous paraître un peu décousue, la Shoah, c'était il y a 80 ans. Il y a 80 ans, c'est mon grand-père, moi, qui ai presque 60 ans, qui l'a vécu. C'est mon père qui l'a vécu, qui était enfant caché. Donc, je suis fait partie de la troisième génération. J'ai une relation directe avec la Shoah. On m'en a parlé. J'ai la chance d'être dans une famille où tout le monde a survécu, à savoir ma grand-mère, mon grand-père, mon père et son frère. Mes enfants, comme la plupart des enfants de cette génération-là, pour eux, c'est de l'histoire. C'est de l'histoire très, très ancienne. Et quand je dis que c'est de l'histoire, ça veut dire que ça ne les touche plus. Et pourtant, ce sont des petits-enfants d'enfants cachés. Tout le travail qui a été fait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on faisait avec nos livres, avec la venue des survivants dans les classes, toute cette transmission qui était très, très directe, elle n'existe plus. Et il est très important aujourd'hui de trouver le moyen de continuer à transmettre cette mémoire, la raconter autrement, raconter les enfants d'Isieux autrement, parce que il y a un trop grand décalage entre la façon dont cette mémoire a été transmise jusqu'à aujourd'hui et la façon dont elle peut être reçue aujourd'hui par les jeunes. Et au-delà du livre, qui d'abord était un texte et qui maintenant est un livre illustré, nous espérons que l'histoire se transmettra mieux grâce à l'image. Au-delà de ce livre, le spectacle a cette fonction-là qui pour nous est essentielle, c'est-à-dire d'être un spectacle, j'allais dire actuel, puisqu'il y aura des images, de la musique et du texte. Donc, une forme qui parlera le mieux possible aux jeunes, puisque c'est un spectacle qui est destiné à être tout public, mais aussi à aller dans le monde scolaire si possible. Car au-delà du spectacle, ce que l'on souhaite avec Lionel, c'est pouvoir animer des ateliers dans les classes, pouvoir jouer la musique et dessiner avec les enfants, pouvoir faire dire le texte aux enfants, en fait, leur faire presque faire le spectacle avec nous. Donc, le projet de départ, qui est assez global, c'est cette transmission avec, j'allais dire, les outils actuels. On peut même voir la vidéo si vous voulez dès maintenant, comme ça vous pourrez mieux comprendre sous quelle forme ça se passe. La cloche qui les appelle au petit déjeuner a retenti. Affamé, Alexandre se réjouit d'un bol de cacao et de tartines de confiture. Il court et bouscule Paula qui rouspète. Ce sont des enfants. 44. Ils ont de 4 à 17 ans. C'était le jeudi 6 avril 1944, le premier jour des vacances de Pâques. Il y avait encore Samy, Richard, Ellie, Lucienne, Fritz, Georges, Martha. De la chambre des filles partaient des éclats de rire. L'immense maison résonnait de leurs voix, de leurs appels, de leurs murmures.
L'atelier dont je vais vous parler en ce moment fait partie de tous les ateliers que le CRILJ met en place après les colloques, de manière à associer les enfants, les adolescents à la réflexion qui a eu lieu pendant ce colloque. On pense que du coup, ça leur permet d'avoir une prise de conscience sur leur pratique et donc d'améliorer leur rapport à l'offre, leur savoir lire, leur goût, etc. Donc ici, c'est la mémoire. Donc la mémoire, les enfants sont très familiers de cette fonction tout au long de leur vie. On les traite souvent de tête de linotte parce qu'ils oublient tout, ou bien alors, surtout dans la petite enfance, on pense qu'ils ont une mémoire étonnante puisqu'ils se souviennent de tout, ils se rappellent de tout, etc. Alors, mémoire de poisson rouge, mémoire d'éléphant, où en sont-ils eux-mêmes avec leur propre mémoire et cette fonction qui est si importante parce que ça permet d'agir dans le quotidien, ça permet de s'inscrire dans le fil de l'humanité et puis ça permet aussi d'envisager les contours de l'avenir. Donc cette animation a plusieurs buts et pour l'instant on est en train de la chercher, donc c'est normal qu'elle ne soit pas tout à fait claire. Alors d'abord, on va apporter beaucoup de livres dans ces animations et puis insister sur le fait que les livres sont des fabriques de mémoire depuis très très longtemps, depuis les premières comptines. Hein. Vous vous souvenez, la queue, les pattes, le dos, les ailes, la tête, le bec, le cou. Il ne faut rien oublier de l'alouette, mais aussi le boulanger, le meunier, le fermier, le cheval, la terre, l'eau. Et il faut bien passer par tout ça pour réunir les éléments qui fusionneront et qui cuiront pour donner le bon pain pour que petit bonhomme n'ait plus jamais faim. Mais parfois, les auteurs jouent avec la mémoire volontairement. Rappelez-vous, un grand-père qui raconte le petit chaperon rouge à sa petite fille. Il était une fois un petit chaperon vert. Mais non, rouge, dit la petite fille. Qui allait chez tante Diomira. N'importe quoi. Quand elle rencontre le loup, il lui dit « Combien font 6 fois 8 ?» Mais non, c'est « Où vas-tu ?» qu'il lui dit, le loup. N'importe quoi. C'est bien sûr un extrait de Gianni Rodari, quel cafouillage. Et parfois, on rafraîchit la mémoire et les auteurs se permettent de rafraîchir la mémoire de leurs lecteurs. Par exemple, souvenez-vous cette phrase, la première phrase de L'ogre, le loup, la petite fille et le gâteau de Philippe Corentin qui commence par « C'est encore l'histoire d'un ogre ». Mais celle-là, elle est rigolote. Magnifique phrase qui permet à tout le monde de rassembler tous ses souvenirs d'ogre, du petit poucet, du chaboté, du géant de Zeralda et de s'attendre maintenant à rigoler. Alors, la mémoire est si importante en lecture que la sorcière de Claude Boujon, qui ne savait pas lire, a été obligée de se percher un crapaud sur la tête pour pouvoir, lui était lecteur, pour qu'il puisse justement lui lire sa recette. Alors donc, nous allons nous interroger sur cette mémoire. Est-ce que j'ai bonne mémoire? J'ai perdu la mémoire, mais quelle mémoire? La mémoire collective, on ne peut pas lire Les enfants d'Isieux de Roland Cos ou bien Champion, grand-père de Gilles Rapaport, si on ne dispose pas d'une mémoire collective. Si on n'a pas la même mémoire familiale que les personnages, Petit ours brun, Loup et Mouffe, Martine, etc., eh bien, on va avoir du mal à s'identifier et à se projeter dans leurs histoires. Alors, pour cela, il y a les albums photos, les arbres généalogiques, les carnets de voyage, les cartes postales et ces tiroirs qu'il y a dans la cuisine et qui contiennent un peu de tout. Yann McEwan, dans Le Rêveur, dans son recueil de nouvelles, en a fait une nouvelle spéciale. Mais quand vient le printemps, c'est par les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la peau que reviennent toutes les sensations chez Anne Crozat, car le corps n'oublie rien. On ne retient pas uniquement avec son cerveau, sa raison, mais bien sûr avec son corps. Dans Mémoire de la forêt, la taupe Ferdinand, qui a tout oublié, les mots, n'a rien oublié des gestes. Et Alice, quand elle est dans son trou vertigineux et qu'elle a besoin de se repérer, se souvient des mots, mais aussi des concepts, et au besoin, elle en invente pour pouvoir se rassurer et s'affirmer. On se souvient donc de tout son corps physique, de son corps psychique et de son corps social. On n'est pas loin de Marcel Proust. C'est donc tout ça qu'on va essayer d'explorer avec les enfants et notamment de commencer par insister sur le fait que l'écrit est venu au secours de l'oral pour garder les contes, notamment toute la tradition orale, et que l'écrit conserve encore des choses dans les noms des rues, dans les enseignes délavées des anciens magasins, dans les plaques commémoratives, dans les arbres gravés, dans les murs graffités, sur les tombes, les monuments aux morts. On se souvient du petit crayon bleu de Monsieur Ulule dans Ma vallée de Claude Ponty, mais aussi sous les ruines, celles de Pompéi, et même dans les glaciers où se retrouvent des bactéries et des graines qui ont aujourd'hui disparu. La vie passée se rappelle par l'écrit aux vivants. Mais comment faire pour se souvenir? Autrefois, on faisait un nœud à son mouchoir, mais aujourd'hui, on n'a plus de mouchoir en tissu.
on s'écrit des choses sur la peau, mais ça s'efface. On peut invoquer Saint Antoine de Padoue, franchement, ça ne marche pas à tous les coups. Alors, comment font les héros? On va essayer de regarder dans les contes, justement, par quel stratagème ils arrivent à se souvenir de choses très importantes et pour autant perdues. Alors, bien sûr, il y a des petits cailloux du Petit Poucet auxquels on pourra associer les caïrnes, ces petits tas de pierres qui sont dans les montagnes et qui servent soit à guider les randonneurs futurs, soit à signaler une légende, une tradition, quelque chose qui s'est passé là, soit à proposer une halte parce que la vue est belle et que ça serait dommage de ne pas s'asseoir. Il y a les fils aussi, tous ces fils depuis Ariane, avec Thésée, mais aussi dans Okilélé, le fil qui est donné par le vieil homme pour que Okilélé retrouve sa maison, mais aussi dans l'arbre merveilleux d'Anerbos. Bon, tous ces fils qui vont justement apporter, nous faire retrouver les choses oubliées, et notamment les fils de la quenouille, les quenouilles étant justement le lien entre le passé et le présent. Et puis il y a ces indices, ces choses qui traînent par terre comme ça ou sur les murs. On en voit quelques-uns et tout d'un coup on les retrouve. En fait, on ne sait pas exactement ce qu'on cherchait, mais au fil des indices, ça commence à prendre forme. Je pense bien sûr à John Chatterton de Yvan Paumont. Voilà, donc on va parler de tout ça, on va explorer les livres, on va les feuilleter et jusqu'à obtenir quelque chose comme un feuilleté, un gâteau, quelque chose qui se mélange de manière encore indistincte. Et puis surtout, eh bien, on va essayer de voir comment les histoires sont des objets de mémoire. Alors on a choisi 2 objets de mémoire, pour les plus jeunes et pour les plus grands. Alors, pour les plus jeunes, on va insister sur les boîtes à trésors. Vous savez, ces boîtes à trésors, c'est ces boîtes dans lesquelles il y a un peu de tout, une plume, une bille, une mèche de cheveux, quelque chose, une photo, un petit mot, etc. Et on accumule, et puis de temps en temps, on les ouvre, on se souvient, on range, on classe, on enlève, oh ben non, pourquoi je garde ça, etc. Serge Tisseron dit que ces boîtes à trésors participent d'un travail d'assimilation de l'expérience, mais aussi de structuration du monde intérieur. N'est-ce pas ce qu'on reçoit de la lecture? Alors, on va imaginer des boîtes, mais pour prendre un peu de distance avec la vie intime, la vie personnelle, il y a des enfants qui n'aiment pas tellement se livrer, on va imaginer quelles seraient les boîtes de l'ogre, les boîtes de la fée, les boîtes du petit tailleur, mais aussi les boîtes des auteurs, de Roald Dahl ou d'Elzbieta, les boîtes de la forêt, des lieux, les boîtes de la mer. Et je pense à ce coffre des frères Grimm, un très court conte où l'enfant qui a froid, qui a faim, qui est dehors en plein hiver, creuse un trou pour faire un feu, trouve un coffre. Heureusement, il trouve une petite clé d'or juste à côté. Miraculeusement, elle ouvre le coffre et à ce moment-là, le petit garçon ouvre le coffre et le conte s'arrête là. Autrement dit, sur n'importe quel espace et sur la page écrite précisément, eh bien, on ne sait pas ce que projettent les gens et comment les textes, les images vont raviver justement les mémoires personnelles. On arrive donc presque à la fin. Je me suis tellement dépêchée que je ne sais pas si je suis en avance ou en retard. Mais on a pensé ensuite, pour les plus grands, ou en tous les cas à partir du CP, à travailler autour des capsules temporelles. Alors, les capsules temporelles, ce sont des objets de sauvegarde collective de biens et d'informations. Pendant l'exposition universelle de 1939 à New York, on avait conçu un objet dans un alliage de cuivre, de chrome, d'argent, dans lesquels on avait enfermé des objets de l'époque, comme un instantané de quelque chose qui se passe exactement dans cette époque. Et là, à partir de là, on s'était dit que cette boîte-là, enfin cette capsule-là, on l'ouvrirait 5000 ans plus tard. Donc on n'y est toujours pas, on ne sait pas ce qu'elle contient, mais ces capsules temporelles, on en a envoyé aussi dans les sondes spatiales, puisqu'il s'agit de s'adresser aux populations futures, mais aussi à des populations lointaines dont on ne sait même pratiquement rien. Donc, autant la boîte à trésors correspond au passé de quelqu'un qui la constitue, autant la capsule temporelle s'adresse au futur, c'est-à-dire qu'elle va donner une image de ce que l'on est. Donc, ce que l'on a imaginé et qui pour l'instant est flou, en tous les cas pour moi c'est clair qu'une animation se construit avec les participants de l'animation et donc on ne peut pas tout à fait dire ce qu'il en sera, mais rêvons d'une école où on suit les enfants de la petite section de maternelle jusqu'à CM2. Rêvons d'une école qui fonctionne par cycle, où on garde la mémoire de chaque classe et on transmet ce que les enfants ont fait aux enseignants suivants. Eh bien, on pourrait imaginer de construire des capsules temporelles autour des lectures des enfants, des lectures en petite section, par exemple, ou en CP, etc., de les constituer tout au long de l'année, de les fermer bien sérieusement, et puis
On pourrait imaginer qu'à la fin de l'année, au cours on va dire du CM1, du CM2, ou bien en sixième, les futurs enseignants ou les futurs bibliothécaires, ou peu importe, ouvriraient avec les enfants ces capsules temporelles qui leur donneraient les instantanés de ce qu'ils ont lu à 6 ans, de ce qu'ils ont lu à 7 ans, de ce qu'ils ont lu, etc. On pourrait ainsi, bien sûr, s'appuyer sur cet héritage, ce patrimoine des enfants, mais de manière plus simple, essayer de voir de classe en classe, de génération en génération, ce qui commence à faire les classiques, ce qui fait que des livres reviennent, ce qui fait que des livres sont essentiels, ce qui fait que des livres sont connus depuis des temps et des temps. Voilà, on en est là pour l'instant. C'est encore peut-être un peu flou, mais ces objets de mémoire, on va les travailler avec les enfants sans oublier quelque chose de très, très important, c'est qu'il n'y a pas de mémoire sans oubli. Et donc, cet oubli, on va en parler aussi, donc les choses nécessaires à oublier, donc dans les boîtes à trésors, par exemple, tout ce qu'on décide de jeter parce qu'on n'en a plus besoin, etc., mais aussi les choses qu'on ne peut pas oublier. Et je pense à la dernière phrase de Okilele, de Claude Ponty, au moment où Okilele, qui a été battu, martyrisé par ses parents et surtout par son père, a quitté la maison, a même été chassé de la maison. Et lorsqu'il retrouve ses parents et que la maison est détruite, il se promet de les aider à reconstruire cette maison avec eux. Et à ce moment-là, il dit, alors qu'il a beaucoup souffert dans cette maison, il dit, on va la reconstruire exactement comme avant, sans rien oublier. Autrement dit, même si les choses ont été douloureuses, on ne peut pas les oublier. Il y a des choses qu'il faut garder et faire avec ce souvenir, même le plus douloureux. Donc, on n'est pas dans quelque chose d'idyllique, on est dans la mémoire, dans toutes les mémoires, et on pensera aussi, et sûrement qu'on parlera, de tous ces enfants qui sont oubliés par les livres, soit à cause de leur couleur de peau, soit à cause de leur situation sociale, etc. Alors, être oublié, il n'y a rien de pire. Donc, du coup, on pensera à cette petite capsule qui traverse tous les romans du 19e siècle, et même d'ailleurs, notamment ceux des naufragés. C'est cette petite bouteille que l'on lance à la mer pour dire, eh bien voilà, je m'appelle comme ça, je suis ici, je suis en perdition et j'aurai besoin qu'on m'aide. Voilà, nous en sommes ici pour cet atelier qui risque d'être passionnant. Merci Ivan. N'hésitez pas donc à nous solliciter si vous souhaitez mettre en œuvre des animations sur le thème de la mémoire à destination du jeune public durant l'année 2024. Vous retrouverez bien entendu sur la chaîne YouTube du CRILJ les captations des interventions présentées lors du colloque progressivement mises en ligne. Elles feront l'objet dans un second temps de transcription pour malentendants. Nous mettrons également les vidéos que vous n'avez pas pu voir aujourd'hui. Enfin, la publication du cahier du CRILJ numéro 12 réunira sous une forme souvent plus développée le texte des communications qui ont été données lors du colloque. Pour plus d'informations, rejoignez-nous sur le stand du CRILJ, niveau 1 H20, où vous pourrez aussi rencontrer des membres de l'association ARPLE. Merci beaucoup pour votre participation à ce webinaire. Vous pourrez retrouver son replay pendant 4 semaines à partir de début décembre sur la plateforme Marcom. Voilà, et nous avons hâte de vous retrouver au Salon du Livre. Très bon après-midi à tous.